Nous sommes dimanche 22 septembre, il est 13 h. Bonjour et bienvenue sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Le vice-président de la République est arrivé ce samedi à New York où il représente le chef de l'État à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Jeudi, Daniel Kablan-Duncan présentera la communication de la Côte d'Ivoire à la tribune de l'ONU. Je vous amène à New York, aux États-Unis, dès le début de ce journal. Puis de New York, nous irons à Washington DC où Dominique Ouattara se trouve depuis quelques jours. Vendredi, la première dame de Côte d'Ivoire a échangé avec le président du NDI, The National Democratic Institute, puis elle a eu une séance de travail avec USDOL, le département américain du travail. C'est à suivre dans 3 minutes. Ensuite, nous reviendrons en Côte d'Ivoire pour parler santé des populations, des habitants d'Abobo précisément. Le maire de la commune, Ahmed Bakayoko, y a procédé cette semaine au lancement d'une campagne de vaccination contre la fièvre jaune, la fièvre typhoïde et la méningite, une campagne entièrement gratuite. Mercredi 11 septembre, Kandia Camara préside la réunion de la rentrée scolaire 2019-2020 au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle y annonce l'ouverture de 3077 nouvelles salles de classe publiques, d'enseignement préscolaire et primaire, 21 nouveaux collèges modernes, un nouveau lycée et 338 nouvelles cantines fonctionnelles. Vous l'avez certainement compris, tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, nous allons parler de l'école ivoirienne, des acquis et des perspectives de l'année scolaire. Nous avons donc invité le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale qui est déjà avec nous en plateau, M. Cabran Assoumou. Bonjour, monsieur le directeur de cabinet. David. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur David. Avec vous, on va parler tout à l'heure de l'état de santé de notre école. Merci bien. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Daniel Kablan-Duncan est arrivé hier samedi à New York, aux États-Unis. Le vice-président de la République représente le chef de l'État à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le débat général va se tenir du 24 au 30 septembre. Il a pour thème cette année renforcer les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion. C'est jeudi, le 26 septembre, que le vice-président va présenter la communication de la Côte d'Ivoire à la tribune de l'ONU. Je vous propose de l'écouter à son arrivée à New York. Nous sommes vraiment honorés et heureux de représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à cette 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous savez que cette session était vraiment importante puisqu'il y a plusieurs points à l'ordre du jour, et notamment le thème général, dynamiser les efforts multilatéraux de manière à pouvoir lutter contre la pauvreté, travailler en faveur des changements climatiques positifs, mais aussi il est prévu plusieurs rencontres. Nous devons rencontrer un certain nombre de chefs d'État à la demande du président de la République, et il est prévu aussi de rencontrer beaucoup le secteur privé de manière à pouvoir, disons que, répondre à leur désir d'investir en Côte d'Ivoire. Je vous le disais dans les titres, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, se trouve également sur le sol américain, mais du côté de Washington DC. Vendredi, elle a échangé avec l'équipe dirigeante du NDI, The National Democratic Institute, dont le président Derek Mitchell estime que le couple présidentiel ivoirien est un modèle pour l'Afrique. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Fin du marathon diplomatique de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à Washington DC. Vendredi, de rendez-vous à son agenda, une séance de travail au National Democratic Institute, partenaire stratégique et très influent de l'administration américaine. Son président Derek Mitchell et sa délégation ont pu découvrir les efforts menés par la Côte d'Ivoire contre le travail des enfants dans le pays depuis 2011. Le président du NDI a félicité le chef de l'État et la première dame pour leur leadership, célébrant un couple présidentiel modèle pour le continent. Autre lieu, le département américain du travail, USDOL. Pour Martha Newton, la Côte d'Ivoire est un pays modèle dans la lutte contre les pires formes du travail des enfants. Le pays, depuis quelques années, est classé parmi ceux qui font le plus d'efforts significatifs dans le monde.
La réunion s'est très bien passée, c'était très agréable de la revoir et de revoir toute l'équipe. Depuis 2012-2013, chaque année nous avons de bons résultats, donc je crois que nous attendons les derniers résultats qui vont avoir lieu à la fin de cette année, mais je pense que les efforts sont appréciés. Votre leadership est essentiel. Je vous encourage à continuer à redoubler d'efforts. Vous êtes la seule première dame capable de parler d'une étude technique sur la traite de l'exploitation des enfants et cela démontre votre leadership. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, entendait au cours de cette mission expliquer aux autorités politiques et administratives américaines ainsi qu'aux organisations de la société civile les efforts menés par le pays en vue de lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture et ainsi voir lever la menace d'un embargo sur le cacao ivoirien sur le territoire américain souhaité par 2 sénateurs. Une délégation ivoirienne se trouve également à Genève, en Suisse, pour prendre part à l'examen périodique universel. Après plusieurs séances de travail avec des experts des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire a finalement accepté 9 recommandations sur les 20 reportées dans le mois de mai dernier. On en sait plus avec Eric Gorebi, notre envoyé spécial à Genève. 9 recommandations sur les 20 reportées viennent finalement d'être acceptées par la Côte d'Ivoire, ici à Genève. Ces recommandations portent, entre autres, sur les ratifications des conventions, la coopération internationale, au droit à l'éducation, à la cohésion sociale et à l'environnement. La plupart des recommandations qui ont été adoptées ont trait aux droits de la femme et certaines au cadre normatif. Nous nous réjouissons de ce que la plupart de ces recommandations ont été acceptées par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a une loi qui concerne la représentativité qui a été votée par rapport aux assemblées élues. Vous constatez que depuis quelques années, chaque fois qu'il y a un remaniement, il y a au moins une femme qui rentre. 11 autres recommandations sont notées, c'est-à-dire rejetées, pour la plupart contraires aux dispositions de la Constitution ivoirienne et à l'encontre des principes de la République. Parmi les recommandations qui ont été reportées, nous avons la recommandation qui concerne les peuples indigènes et tribaux. Et nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de peuples indigènes, tribaux et autochtones ou marginalisés. De 2015, il y a une gratuité partielle progressive jusqu'en 2025. Pour cette étape, la Côte d'Ivoire n'était pas le seul pays à faire son passage à l'examen périodique universel. Avec elle, 14 pays se sont soumis à cet examen. C'est maintenant une tradition pour la Côte d'Ivoire de se faire évaluer sur la question des droits de l'homme par l'examen périodique universel. Cette initiative des autorités ivoiriennes est la preuve du progrès notable réalisé en matière de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, dans la commune d'Abobo, le maire Ahmed Bakayoko procédait au lancement d'une campagne de vaccination gratuite. Une campagne contre la fièvre jaune, la fièvre typhoïde et la méningite. Une initiative de l'ONG Foi pour servir. Le reportage de Noussangaré dans un récit de Dangui Dangui. Vaste campagne de vaccination gratuite à l'intention des enfants de 2 à 16 ans. À Abobo-Sagbé, une campagne pour prémunir les populations contre certaines pathologies meurtrières telles que la fièvre jaune, la méningite et la fièvre typhoïde. Initiée par l'ONG Foi pour servir, cette vaccination vise également à contribuer à l'amélioration de la santé des couches défavorisées. Vraiment, on est beaucoup heureux parce qu'on n'a pas tous les moyens pour aller faire dans les centres d'hygiène. Donc comme on dit que c'est gratuit, donc vraiment on remercie l'ONG. Cette opération de vaccination cadre avec l'actualité du moment, qui est l'épidémie, la pandémie de dengue et de fièvre jaune qui sévit actuellement dans notre pays. Donc on a choisi de vacciner les enfants. Venu donner le top départ de cette campagne de vaccination, le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, n'a pas manqué de témoigner sa gratitude aux initiateurs. Il a par ailleurs invité les habitants d'Abobo-Sagbé à s'approprier cette campagne qui concourt au bien-être. La vaccination est un acte de bonne santé parce que la vaccination nous permet d'éviter beaucoup de maladies. Grâce à la vaccination, on ne sera pas malade, donc les enfants pourront aller à l'école, bien travailler à l'école
pour garantir leur avenir. C'est 1000 enfants qui seront vaccinés. Aujourd'hui, c'est Abobo Sagbé derrière rail. Demain, ils seront tous à Bobo. Chacun de nous doit prolonger l'action du gouvernement dans la mise en œuvre de son programme social. À Abobo Sagbé, ce sont plus de 1000 enfants qui sont concernés par cette campagne de vaccination rendue possible grâce à l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Le retour à la cohésion, à l'entraide et à la fraternité d'armes. Voilà entre autres l'appel lancé hier par les grands commandements de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale à leurs hommes. C'était lors d'une tournée de sensibilisation initiée suite à l'incident survenu entre un groupe de militaires des forces spéciales et des policiers. Les précisions d'Abou Sanogo. Les grands commandements de l'armée, de la gendarmerie nationale et de la police nationale en tournée de sensibilisation dans les casernes militaires et de police. Une tournée qui intervient suite aux incompréhensions survenues entre des militaires issus des forces spéciales et des éléments de la préfecture de police d'Abidjan. Les généraux ont invité l'ensemble des forces de police et de l'armée au calme, à la retenue et à privilégier l'intérêt de l'État. Ils les ont tous exhortés à la cohésion, à la solidarité et à la discipline. Personne ne peut comprendre que plutôt que d'être solidaires, nous soyons en train de nous bagarrer ou de faire des palabres entre nous. Nous vous demandons à cet instant précis de taire les incompréhensions qui sont survenues avec vos frères d'armes, les militaires, les forces spéciales, qui sont vos frères d'armes, parce que si demain notre pays est en difficulté face à une agression quelconque, c'est ensemble, je dis bien ensemble, vous policiers, nous gendarmes, eux militaires des forces spéciales et des autres armées, que nous allons nous tenir la main pour repousser cette agression. Après la préfecture de police d'Abidjan, la forte délégation des grands commandements a mis le cap à l'état-major de l'armée de terre, à l'état-major de l'armée de l'air, à l'état-major de la marine nationale et au commandement des forces spéciales. Le message était le même, retrouver le chemin de la cohésion. Un incident malheureux. Il faut qu'on regarde la mission. La mission, c'est la République. La mission, c'est la population. Quand tu donnes la sécurité d'une population, c'est un sacerdoce. Celui qui est fort, c'est la République. Nous devons être solidaires pour pouvoir remplir efficacement les missions qui sont les nôtres. C'est toujours ensemble que nous allons remplir les missions de sécurité de notre pays. Les grands commandements entendent poursuivre ces rencontres afin de faire régner la cohésion et la fraternité dans toutes les casernes militaires et de police. 430 millions de francs CFA ont été investis cette année dans le développement de la Bagoué. L'information émane du conseil régional de la Bagoué qui vient de tenir sa 3e session ordinaire à Kolia dans le département de Kouto. Était inscrit à l'ordre du jour l'adoption du programme triennal 2020, 2021 et 2022, puis le point d'exécution des marchés et de réalisation des chantiers. Ami Sissoko y était pour RTI. 27 projets d'un coût de 430 millions de francs CFA au titre de l'année 2019 dans la région de la Bagoué. Certains sont déjà achevés et d'autres en cours de réalisation. C'est ce qui ressort de la 3e session ordinaire délocalisée du conseil régional de la Bagoué à Kolia. Des projets qui concernent la santé, l'adduction en eau potable et l'éducation dans les départements de Boundiali, Kouto et Tengrela. En plus des infrastructures socio-économiques de base, l'agriculture est au nombre des priorités du conseil régional de la Bagoué. Au cours de cette session ordinaire, le lauréat du prix national d'excellence du producteur individuel agricole de vivrier, filière oignon, Bakary Koné a été honoré. Comme notre frère Koné l'a dit, il travaille dans le noir, on va le sortir du noir, en Djemé. Nous allons vraiment organiser la filière, encadrer nos populations et encourager nos populations à s'intéresser à la culture de l'oignon et surtout créer le circuit de commercialisation. Parce que vous savez que l'oignon vendu aujourd'hui à Abidjan vient principalement d'un pays de la sous-région et nous disons que la Bagoué va concurrencer ces pays. En marge de cette session ordinaire,
Le président du conseil régional Siama Bamba, accompagné d'autorités politiques, administratives et cadres de la région, pose la première pierre de l'extension du lycée moderne de Kolia. Nous sommes passés pour faire la remise de la cantine scolaire en cours d'année 2018-2019. Il y a le proviseur qui avait exprimé un besoin en salle de classe. Nous avons pris l'engagement et nous sommes venus avec l'entrepreneur pour faire la pose de la première pierre. Il nous avait promis ces choses faites. Nous ne pouvons que lui dire merci vraiment pour son engagement vis-à-vis de l'éducation dans notre commune. Le programme triennal de 2020 à 2022 pour la Bagoué a été adopté par l'ensemble des conseillers. Il comprend 45 projets, dont 43% consacrés à l'éducation. On va à présent parler salubrité. Une chose est de rendre notre cadre de vie propre, une autre est de le maintenir dans cet état. C'est en tout cas un défi que les autorités comptent bien relever. Une nouvelle brigade de l'assainissement et de la salubrité vient d'être mise sur pied avec pour mission principale de lutter contre les incivilités. Grace Kando nous en parle plus en détail. Éviter que les populations jettent les déchets sans les conditionner dans des sacs poubelles et hors des coffres, et ne plus permettre que habitations et commerces s'installent sur le domaine public, des comportements d'incivisme qui ont conduit à la création d'une nouvelle brigade de salubrité et d'assainissement. Je vais donner un exemple pour mieux comprendre. Alors, je suis agent de la brigade. Je constate qu'un citoyen déverse par exemple des ordures dans un endroit où il ne faut pas déposer. Donc sur place, je l'interpelle, je prends son identité, je fais une procédure, c'est-à-dire que je l'interroge sur les faits et je lui fais comprendre que c'est un acte qui porte atteinte à la salubrité. C'est puni et sanctionné par le code pénal. Et par la suite, j'établis une procédure que j'envoie au procureur de la République qui va saisir le juge pour que le jugement soit prononcé. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité exhorte les populations à un changement de comportement. Tout a été mis en œuvre par le gouvernement, notamment sur Abidjan, pour que Abidjan soit une ville très propre. Et pourtant, malheureusement, nous constatons de nombreuses incivilités qui mettent à mal tous les efforts consentis par le gouvernement, par les opérateurs. Nous constatons également des incivilités en ce qui concerne les nuisances sonores. De nombreux Ivoiriens sont gênés, perturbés dans leur sommeil, malheureusement par des personnes qui estiment être au-dessus de la loi. Tout cela sera sanctionné et sera étendu progressivement à l'ensemble du pays. Dénommée Brigade VET, la mise en route se fera en octobre avec de nouvelles dispositions. Il s'agit entre autres de l'installation d'un poste de commandement entièrement équipé en matériel informatique ainsi qu'en matériel roulant et la mise à disposition de matériel de communication et de protection. Gare à vous donc, attention aux actes d'incivisme, la brigade de salubrité veille. Variétoscope, le grand retour. L'émission chorégraphique de la RTI a tenu toutes ses promesses jusqu'à la grande finale hier au Palais de la Culture de Trècheville. Les meilleurs cette année sont les étoiles du Guémont qui repartent avec de nombreux lots en nature et en espèces. Des lots offerts par la RTI, ses partenaires et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de cette édition 2019. Jean-Marc Djadji et Sachonan-Yeo. Palais de la Culture de Trècheville. Les lampions s'éteignent sur la finale 2019 de Variétoscope, l'émission phare de ces vacances. Mais avant, au coup d'envoi, 5 groupes sur 16 empruntent le sprint final de la compétition. Dalal de Bon, Ashika du Danyama, l'Étoile du Guémont, Bademanfla, Samatigila et le Waraba de Grand Bassam. En régie, l'équipe de production du NG10 veille au grain et est à la tâche. Chez le danseur, acteur et narrateur de chaque groupe, on s'affronte dans le respect des règles. Belle initiative de la RTI. Félicitations au directeur de la RTI. Félicitations à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé au retour de Variétoscope. Non, je pense que c'est la jeunesse ivoirienne qui gagne. C'était une belle compétition. Vous voyez, les jeunes sont contents. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Le public en liesse ne boude pas son plaisir devant la chorégraphie endiablée.
et les interprétations de faits historiques. Après une âpre compétition, les Étoiles du Guémon, à l'unanimité du jury et du public, sortent vainqueurs de l'épreuve. C'est Dieu qui a permis aujourd'hui qu'on puisse avoir ce trophée. Dire merci au président du conseil général du Guémon, en l'occurrence M. Seredo, qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir dans cette lourde tâche. Ce retour de Variétoscope, 10 ans après, est apprécié par les personnalités. On voit une compétition de très grande qualité, avec des groupes bien préparés. Et nous voyons ne serait-ce que les faits historiques, les narrateurs, la chorégraphie. Vraiment, c'est du grand art. Je voudrais profiter pour dire que Variétoscope, c'est la chaîne de génération. C'est la RTI d'il y a quelques années, c'est la RTI d'aujourd'hui, c'est la RTI de demain. Vous savez l'attachement que le Premier ministre personnellement a pour cette jeunesse. D'ailleurs, c'est cette raison qui l'a motivé à accepter donc de parrainer cette activité. Et ensuite, Variétoscope, c'est aussi une plateforme qui permet de célébrer l'excellence. Et le Premier ministre estime que l'excellence doit être au cœur de toutes les actions, mais surtout au cœur des initiatives de cette jeunesse. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie, a offert plus de 10 millions de francs CFA aux compétiteurs. En plus de cette somme, il a remis une ambulance aux Étoiles du Guémon, vainqueur de l'épreuve 2019 de Variétoscope. Et vive Variétoscope 2020. On en vient maintenant à cette réunion des producteurs de bananes dessert des pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. C'était du 18 au 20 septembre dernier ici à Abidjan. Les producteurs de bananes dessert ont évoqué la concurrence à laquelle ils sont confrontés face aux pays d'Amérique latine qui ont désormais accès au marché européen. Les explications de Nadia Idja et Cheikh Kone Aboubakar. Signé et validé. L'appel d'Abidjan des producteurs de bananes de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique vient d'être lancé. Une déclaration à l'endroit de l'Union européenne face à la libéralisation des échanges avec d'autres partenaires. Elle recommande que l'Union européenne confirme son engagement à ne pas baisser les tarifs douaniers appliqués aux pays andins et d'Amérique centrale en dessous de 75 € la tonne, de mettre en place un nouveau mécanisme de régulation qui remplacera le mécanisme de stabilisation prévu dans les accords avec l'Amérique centrale et andine, la mise en place d'un nouveau programme d'accompagnement des pays ACP pour leur faciliter et appuyer leur accès à l'investissement privé en vue du développement des capacités locales de production. 4 recommandations au total sont contenues dans cette déclaration. Elle vise une équité avec les pays d'Amérique latine dans les exportations de bananes vers l'Europe. Cela dans l'optique de maintenir la compétitivité des producteurs de bananes de l'ACP, dont la Côte d'Ivoire. Nous mettrons tout en œuvre pour rechercher avec nos partenaires les voies et moyens d'un accompagnement pour assurer la compétitivité de la banane dessert des pays ACP. Nous sommes engagés à faire en sorte que le partenariat qui existe entre vous et nous soit toujours de mise et que vous soyez toujours capables d'intervenir dans le domaine bien précis des bananes pour permettre à nos populations de disposer d'un minimum afin de faire face à leurs besoins quotidiens. En Côte d'Ivoire, la filière banane génère près de 9 000 emplois directs et 35 000 indirects. En 2018, le pays est passé premier exportateur africain vers l'Europe avec 315 000 tonnes. L'EVA Culture vient de trouver un autre terreau dans la région du Nzi, une région qui accueille le chef de l'État dans quelques jours seulement. 4000 hectares sont aujourd'hui disponibles entre Dimbokro et Bokanda, un bol d'air frais qui vient donner de l'espoir à toute une région et ouvrir ainsi de nouvelles perspectives d'investissement. Nos reporters Jean-Luc Bongbo et Clément Boko sont allés y jeter un œil. Voici leur reportage. Des plantations d'EVA qui s'étendent à perte de vue. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas dans le sud forestier de la Côte d'Ivoire, mais à Kangrassou-Yebouebo, à 10 km de Dimbokro. C'est dans cette zone jadis réputée hostile à l'EVA culture
que la société SRCI a décidé de s'implanter. Pour implanter le VA sur n'importe quel sol, il faudrait faire des études. Ici, par exemple, la pluviométrie est différente du sud. Donc, il suffit de suivre la pluviométrie, la plante s'adapte et puis ça marche. Sur ce site, ce sont 500 hectares de VA qui sont mis en exploitation. La société exploite au total 4000 hectares dans les départements de Dimbokro et Bokanda. Le pari était qu'on voulait d'abord avoir les grandes surfaces. Vous voyez, nos champs ici, c'est minimum 300 hectares. Or, ces superficies, on ne peut pas les voir en zone forestière. Donc, il fallait venir d'ici, où on a des grandes superficies. Et vraiment, la population aussi a quitté la région, pour aller à Soubré ou autre, la Gota d'Ivo. Or, ici, avec ces grandes superficies, nous avons d'abord fait l'étude du terrain, ensuite fait l'agriculture. Un investissement qui contribue à la lutte contre la migration des jeunes vers d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Par rapport à nos jeunes qui allaient, et aujourd'hui d'autres sont encore sceptiques, se disent est-ce que ça va réussir? Si vous voyez, d'autres ne veulent pas travailler, se disaient que ce projet-là, ça va prendre un coup. Parce qu'on ne pense pas réussir. Aujourd'hui, quand d'autres arrivent, qui ont fait au moins 2 ans, 3 ans à l'extérieur, hors de leur zone, quand ils arrivent, ils sont étonnés. La société a employé jusqu'à 500 personnes dans ses débuts. Tous ou presque sont originaires des villages environnants. Des jeunes qui sortent ainsi de la précarité. Depuis que l'usine Lutexi est tombée, vraiment, l'avènement de ce projet, en tout cas, nous a fait changer de cas de vie. Personnellement, je tire le chapeau à cette structure parce que dans la région, personne n'y croyait que les VA allaient réussir. Mais par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Ça nous a permis, nous autres jeunes qui sommes sur place, à ne pas se promener, aller dans basse-côte de ville en ville, de village en village. Avant, je partais en ville pour être servante. Et puis, dès que je suis arrivée ici, j'ai arrêté ce côté-là parce que je vois que c'est mieux d'être ici. Parce que j'arrive à pouvoir mes besoins, j'arrive à scolariser mes enfants et puis m'occuper de ma petite famille. À la tête de cet investissement à Dimbokro, Sosten Kofi, l'homme d'affaires, ne veut pas dormir sur ses lauriers. Pour la région d'Inzi, il rêve encore plus grand. Notre projet est sur 3 phases. La première phase, c'est l'investissement dans notre propre plantation, exploitation agricole. Et à la suite de cela, nous allons implanter une usine de conditionnement et de transformation pour l'exploitation. Et la 3e phase, ça sera de participer au développement économique en aidant des villageois qui aimeraient vraiment s'investir dans l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la phase de plantation villageoise. Premier bouc du cacao en Côte d'Ivoire, la région d'Inzi se cherche un autre leader agricole. Outre les VA, la société a investi dans d'autres spéculations agricoles comme l'anacarde, le manioc ou le riz. L'EVA Culture, un projet de 4000 hectares pour changer le paysage agricole d'Unzi. C'est un reportage RTI 1 que vous pourrez revoir à souhait sur tous nos réseaux sociaux. Dans l'Unzi, justement, à côté de l'agriculture, il y a l'école et c'est là que les enfants sont à leur place. D'ailleurs, en cette période de rentrée des classes, les élèves de Dimbokro viennent de recevoir des kits scolaires des mains de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en présence de Jeanne Atoubé du service société de la rédaction. Groupe scolaire Alassane Ouattara Dimbokro. Jour de lancement officiel de la cérémonie de distribution de kits scolaires dans la région d'Unzi. Les enfants étaient en première ligne à l'accueil de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, venue représenter Kandia Kamara Kamisoko, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les enfants heureux autant que leurs parents et l'ensemble de la communauté éducative de Dimbokro de cet acte qui accompagne les élèves du primaire dans leur scolarisation. La répartition est faite suivant les besoins de chaque structure qui ont été exprimés depuis l'année dernière 2018-2019. Donc les kits que nous envoyés, c'est en fonction des effectifs des élèves. Donc chaque IEP a eu le nombre de kits par rapport aux prévisions des enfants à scolariser. Les parents évidemment doivent nous aider à assurer l'encadrement. Maintenant qu'ils ont les fournitures scolaires, donc ils doivent nous aider dans les tâches quotidiennes qui sont confiées, dédiées aux enseignants. La distribution de kits scolaires touche également les enfants des établissements primaires publics des départements de Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro.
C'est désormais une tradition qui, cette année, s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Les kits constitués selon les niveaux préparatoires, élémentaires et moyens sont accompagnés de tables-bancs pour combler le déficit dans plusieurs écoles de la région. 1500 tables-bancs pour la région d'Unzi, 500 pour le secondaire et 1000 pour le primaire. Et également, près de 50 000 kits vont être distribués aux élèves. J'ai exhorté les enseignants, les encadreurs qui font déjà un travail remarquable pour que la région d'Unzi se positionne en tête des pelotons au niveau des examens à grand tirage. Parce que l'objectif, c'est de former des ressources humaines compétentes pour accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les enfants ont dit merci au président Alassane Ouattara à travers un sketch mettant en lumière le soulagement que les kits scolaires apportent aux parents. Ils n'ont pas boudé leur bonheur d'avoir parmi eux leur maman, la ministre Liramata Bakayoko, qui les a encouragés à étudier pour leur avenir. C'est la fin de ce journal. Place au magazine du dimanche qui traite également de l'école. Notre invité, je vous l'ai dit, c'est le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Monsieur Cabran Assomo, je vous propose de suivre ce reportage de Sephora Zegui qui plante le décor. 14 jours déjà que la rentrée scolaire est effective. Enseignants compétents, performants et engagés, assurance pour une école de qualité. C'est le thème de cette année. La réunion de rentrée s'est tenue à Grand-Bassam le 11 septembre dernier. Des instructions et consignes fermes ont été données par la ministre. Entre autres, l'interdiction de la vente de fascicules et autres manuels non conventionnels par les enseignants et encadreurs. Autre innovation, l'instauration du contrat de performance pour évaluer les enseignants, le déploiement de la formation par apprentissage et l'introduction de nouvelles filières de formation. Kandia Camara a saisi cette tribune pour inviter les acteurs du système éducatif à plus d'engagement et de responsabilité en vue d'une année scolaire réussie. 4 257 600 kits et manuels scolaires seront distribués dans tous les établissements scolaires publics. À cela s'ajoutent 250 000 tables-bancs pour un montant total de 10 milliards de francs CFA. Le lancement officiel de cette opération a eu lieu au groupe scolaire Gbagba Sud dans la commune de Bingerville. Monsieur le directeur de cabinet, la rentrée officiellement, c'était le 9 septembre dernier. 2 semaines après, est-ce qu'elle est effective sur tout le territoire national? Est-ce qu'elle est effective? Oui, merci de nous permettre de parler de notre école. Effectivement, nous avons ouvert les classes le 9 septembre. Mais force est de constater que il y a 2 éléments que nous constatons. Nous voyons qu'il y a des écoles qui ont démarré dès le premier jour. Il y a des établissements qui ont démarré les cours, effectivement, le premier jour. C'est ce qui est normal, tout le monde devrait le faire. Par contre, il y a d'autres écoles qui sont à la traîne. Beaucoup d'hésitation. Et ce qui nous revient souvent, c'est que certains parents disent attendre la fixation du prix du cacao avant de libérer leurs enfants. Alors, c'est un peu dommage parce que pour nous, on n'est pas assujettis à ces choses-là. Nous disons d'abord qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de spéculations. Et si nous devons indexer la rentrée scolaire sur une des spéculations, je ne sais pas à quel moment on pourra faire l'école. Donc c'est une façon de dire qu'il faut inviter tous les parents à libérer les enfants de façon prompte, parce que l'enseignement, c'est une compétition entre un programme et le temps. Vous avez un programme, vous devez l'exécuter dans le temps, pour que toutes les notions soient enseignées et que les enfants puissent finir l'année scolaire avec un bon niveau. D'accord. La réunion de rentrée qui se tient traditionnellement au lycée Sainte-Marie, ici à Abidjan, a eu lieu cette année, le 11 septembre dernier. C'était au lycée d'excellence Alassane Ouattara à Grand-Bassam. Sur quels auspices vous placez cette année scolaire? Alors, cette année, nous sommes partis à Bassam. C'est un symbole. C'est un symbole. Nous avons toujours souhaité avoir cette école de qualité. Sainte-Marie fait partie de nos meilleurs produits, de nos meilleurs établissements. Et cette année, nous avons pu bénéficier d'un deuxième. Nous avons pris sur nous d'amener toute la communauté éducative dans ce joyau que vous avez vu. C'est un fleuron et nous voulons vraiment célébrer cela.
Donc le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Justement, qui a ouvert cette année. Qui a ouvert cette année. C'est un lycée de 1000 places, 25 salles de classe. À raison de 40... À raison de 40 élèves par classe, 16 classes pour le premier cycle et 9 classes pour le second cycle. D'accord. Et cette année, les 6e et les secondes sont affectés ici, ils y sont orientés. Oui, on a pris 2 contingents cette année. Une cohorte d'élèves de 6e, donc ça fait 4 classes de 6e, ça fait 160 élèves. Et 3 classes de seconde C, ça fait 120 élèves, ça fait un tout 280 élèves. Quels sont les critères pour être au lycée d'excellence de Grand Bassam? Alors, les critères, c'est d'abord le travail. Il faut être très bon, les meilleurs de ce pays. Il faut être parmi les meilleurs, je dirais même parmi les meilleurs des meilleurs. Parce que dans nos établissements d'excellence, les critères ne sont pas les mêmes que les autres établissements à statut commun. Ce que nous avons conçu ici comme critère, au niveau des classes de 6e, nous avons dit que d'abord il faut être ivoirien, de nationalité ivoirienne, parce que tous les élèves qui vont aller dans cette école-là sont boursiers. Donc c'est une des conditions. Oui. Il faut être ivoirien pour bénéficier de la bourse. La deuxième chose, il faut être âgé au maximum de 12 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait les 6 ans de l'école primaire, plus 6 ans pour être au CP1, ça fait 12 ans. 12 ans au maximum, au 31 décembre de l'année en cours. Ensuite, on regarde les performances. La moyenne, la note que l'élève a eue au CM2, à l'entrée en 6e. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Pour l'entrée au lycée de Bassam, nous avons demandé à la commission de regarder dans les classes antérieures. C'est-à-dire CM1, CM1, CM2, CM1, CE1, pour qu'on suive un peu les performances de l'enfant dans les matières scientifiques. Parce qu'il ne faut pas se fier seulement à l'examen, aux seules notes de l'examen. Où l'élève peut avoir un sursaut. D'accord. Un sursaut. Donc ça peut biaiser un peu la chose. Au total, dans ce lycée-là, l'élève qui est entré en 6e, la plus faible note que nous avons constatée là-bas, c'est 153,14 points. Sur les 170. Sur 170. Et le meilleur, il a eu 166,86 points. Ça fait une moyenne comprise entre 18 et 19,63 de moyenne. Et les enseignants, eux, comment ils sont choisis? J'aurais dû parler aussi des secondes. Des secondes, oui, très rapidement. Parce que les secondes aussi, c'est les mêmes critères à peu près. D'accord. Il ne faut pas avoir doublé. Il faut avoir 16 ans au maximum. Mais ici, c'est une moyenne annuelle de 12. En 3e. En 3e. Mais les performances des classes antérieures également sont regardées. On a regardé les moyennes dans les matières scientifiques. Et le minimum qu'on a demandé, c'est 14 sur 20. 14 sur 20. En 6e, en 5e et en 4e. Voilà. Et lorsque nous faisons tout cela, nous pouvons dire que les notes de ceux qui sont dans ce lycée-là sont comprises entre 14,75 et 19,83 en mathématiques, et 14,50 et 20 sur 20 en sciences physiques. C'est-à-dire que le minimum là-bas, c'est 14. Bon, d'accord. Les enseignants, comment ils sont choisis? Alors, les enseignants ont été l'objet d'une sélection très rigoureuse. Nous avons demandé à la direction des ressources humaines et... eux aussi, ils sont ivoiriens. Bien sûr, ils sont ivoiriens. Et la direction de la pédagogie, pour que, en regardant le travail fourni par ces enseignants-là, dans leur établissement d'origine, qu'une commission les choisisse. Donc, tous ceux qui sont là-bas ont été l'objet d'une analyse très pointue, depuis le chef d'établissement jusqu'au personnel les techniciens de surface. Avec toutes ces moyennes-là, quand ils sortent, ces élèves de l'école d'excellence, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Ce qu'ils voudront devenir. Parce que Et c'est garanti? Oui, la garantie que vous souhaitez, c'est quoi? C'est-à-dire que nous disons que nous allons former les meilleurs produits. D'accord. Nous allons avoir de très bons bacheliers. Maintenant, l'après-bac, oui, l'après-bac. L'après-bac, c'est un autre exercice. Mais celui qui sort de ce lycée, avec toute la formation que nous lui donnons, il n'y a aucune chance que cet enfant-là traîne.
Aucun risque. Voilà, aucun risque. D'accord. Monsieur le directeur de cabinet, vous parlez du lycée d'excellence de Grand Bassam, lycée scientifique. On ne peut pas ne pas parler du premier lycée d'excellence, lycée scientifique de Yamoussoukro, qui lui est à l'agonie. Il ne faut pas que ça nous fasse penser à l'histoire du monsieur qui est voué corps et âme à la seconde épouse au détriment de la première qui a tout donné. Oui, merci. En fait, le lycée scientifique, c'est vrai, c'est un élément qui ne nous réjouit pas du tout. Nous-mêmes, nous y avons travaillé. J'ai servi au lycée scientifique. Et le lycée se trouve dans un état de délabrement. Je ne dirais pas avancé. Très avancé. Moi, j'ajoute très avancé. Ça ne nous réjouit pas. Oui. Mais il y a des travaux qui sont en cours. Déjà, nous avons stabilisé tout ce qui est étanchéité. D'accord. Nous avons trouvé les sources de financement pour réhabiliter entièrement le lycée scientifique et le restaurer donc dans ses premiers habits. Mais nous avons beaucoup d'ambition pour ce lycée. D'accord. L'ambition première, c'est de dire que ce lycée doit avoir une vocation sous-régionale. Le lycée scientifique de Yamoussoukro devrait avoir une vocation sous-régionale, de sorte à permettre aux meilleurs élèves de la sous-région de venir là et de compétir. Ensuite, le lycée devrait abriter les classes préparatoires. C'est de là que les élèves, les meilleurs, devraient aller à l'Institut Polytechnique Oufou-Boigny de Yamoussoukro. Donc nous voulons réhabiliter le lycée, nous voulons lui donner la vocation qui est la sienne, faire en sorte que ce soit le hub de développement au niveau donc, de la sous-région. De la sous-région, avec les lycées mixtes et 1 et 2 qui y sont logés également, que vous allez délocaliser. Oui, l'idée c'est vraiment de faire sortir les lycées qui n'ont pas le même statut que le lycée scientifique. Oui. Il n'y a pas le même statut, le niveau de sélection n'est pas le même, ce n'est pas le même régime non plus. Donc, idéalement, il faut sortir les deux lycées mixtes. Et je pense que c'est prévu. Oui. Il y a 2 lycées qui vont être construits, l'un à l'entrée de Yamoussoukro, oui. Je crois dans la zone de Logbakro, et l'autre à la sortie nord de Yamoussoukro. Mais donc, à terme, on va sortir les 2 lycées-là pour restaurer le lycée scientifique. L'école est vraiment gratuite en Côte d'Ivoire, monsieur le directeur de cabinet? Je dirais oui, mais je dirais non. Je dirais oui parce que pour avoir accès à l'école primaire, on ne demande pas un sou à un enfant. L'école primaire est gratuite. À l'inscription. À l'inscription. Les fournitures également, les kits sont... Vous avez entendu tout à l'heure que l'État fournit les kits. L'État fournit le mobilier scolaire. L'État recrute les enseignants. L'État construit des classes. Ça fait 3077 classes du primaire cette année. 21 collèges qui vont ouvrir. Tout ça, c'est l'État qui fait. Mais lorsque l'enfant est dans une école et qu'il y a des besoins précis, parce que l'école connaît une avarie, il y a des choses qui sont détériorées, quand on demande aux parents de venir faire le constat de ce qu'il faut réparer dans l'école, nous souhaitons que les parents viennent. C'est quand ils sont venus, quand ils ont vu, qu'ils prennent les décisions en connaissant de cause. Mais quand ils ne viennent pas, le peu de personnes qui viennent, qui constatent, lorsqu'on lève une cotisation de 500 francs, la plus petite cotisation possible, on dit non, l'école est gratuite. Mais ce n'est pas ça l'école. Ce n'est pas ça l'école. L'école, dans son fondement, eh bien, l'État a pris tout en charge. Mais lorsqu'il faut désherber, il faut nettoyer la cour, il faut prendre un gardien, il faut réparer les menus détails de l'école, mais il faut bien que les parents contribuent. Bien sûr. On va parler maintenant des enseignants. Il y en a 10 300 contractuels qui ont été recrutés, qui sont en formation en ce moment. Pourtant, il est prévu qu'ils commencent cette année scolaire avec les élèves. C'est prévu pour quand? Oui, ils sont en formation. Ils finissent à la fin du mois. D'accord. Ils finissent à la fin du mois. La rentrée, c'était le 9, monsieur le directeur. Oui, bon, c'est vrai, mais nous allons les lancer. Hein. On va les lancer. On n'a pas beaucoup d'inquiétudes sur ce plan-là. Je pense qu'ils sont 5300 pour le primaire. Pour le primaire, 3000 professeurs de collège et 2000 pour le lycée. D'accord. Et les instituteurs réguliers sortis de CAFOP pour cette année, leur affectation, c'est prévu? Ça va se faire dans la même... En fait, quand on parle de l'affectation des enseignants, je voudrais expliquer un peu. Très rapidement. Le mode opératoire. D'accord. Il y a 4 phases. La première phase, c'est en interne, au niveau de l'inspection. À une certaine date, mars ou avril, l'inspecteur fait un premier mouvement au niveau de son IEP, les changements d'école.
Après cela, le solde est transmis à la direction régionale qui fait un autre mouvement pour le changement d'inspection. Toujours, on reste dans la direction régionale. D'accord. Et le troisième mouvement, c'est un mouvement national qu'on appelle l'EXEA, c'est la sortie de la draine. Donc tous ces mouvements-là viennent corriger des choses. C'est quand on a fini qu'on arrive au quatrième mouvement, c'est-à-dire l'affectation des nouveaux. Merci. C'est ceux-là qui vont sortir bientôt. Merci. Monsieur Cabran Assomo, directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de l'école ivoirienne, des acquis, des perspectives de l'année scolaire. Le gouvernement est à pied d'œuvre, on l'a compris, pour rendre la vie scolaire agréable, que les élèves en Côte d'Ivoire soient dans les meilleures conditions d'études. Merci encore d'être venu. Fin de ce magazine. Entretien à revoir sur RTI Mobile et sur RTI.ci. Ce soir, retrouvez Marie-Laurent Goran pour le 20h. Merci.